Compatriotes congolais, je crois que nous sommes au rendez-vous pour se parler, se dire certaines choses, certaines vérités. Et avant toute chose, mes sentiments vont directement à tous nos compatriotes qui aujourd'hui sont désespérés. Des compatriotes qui sont abandonnés, qui sont sur les lits des hôpitaux. Les compatriotes qui actuellement sont dans la brousse en train de fuir les balles. Et à tous ces compatriotes et à toute la jeunesse, je pense à la jeunesse désœuvrée, à la jeunesse qui n'a plus d'espoir, à la jeunesse estudiantine. À vous tous, recevez mes sentiments de compassion. Mes sentiments de compassion vont également aux compatriotes qui aujourd'hui vivent avec handicap, des compatriotes condamnés avec des maladies chroniques, sans soins de santé. À vous tous, recevez mes sentiments de compatissance. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Mouka d'abord et de l'évolution de la situation politique dans notre pays. Aujourd'hui, nous posons tous la question de savoir où se trouve la Mouka, qu'est-ce que les Congolais devront faire pour se libérer. C'est ça la grande question. Et je peux dire d'abord que la Mouka existe. La Mouka continue à travailler. Et le travail de la Mouka, c'est un travail actuellement de fond. Et vous savez que ce ne sont pas des justifications, mais ce sont des choses vraies que nous avons vécues. À la création de la Mouka qui a lié un contrat social avec notre peuple, il avait été dit que les compatriotes, leaders de partis politiques devraient unir leurs efforts afin de pouvoir aller vers l'avant. Il s'agissait des élections. Mais il y a eu des incidents de parcours qui n'avaient pas été prévus. C'est le cas de la défection au niveau de la Mouka, des deux qui sont partis, et puis les deux autres sont suivis. Ces choses-là n'étaient pas prévues. Malgré cela, nous sommes allés aux élections et nous pensions à la bonne foi des personnes, des Congolais dignes de ce pays qui avaient l'amour de leur pays. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait et il y a eu le deuxième incident qui est de ne pas reconnaître le vainqueur. Donc toutes ces étapes ont fait que la Mouka devrait maintenant se restructurer d'une autre manière. Et vous savez, la première réaction de la Mouka était de rencontrer Félix Tshilombo. Et la mission avait été donnée à Katumbi, bien sûr. Mais les portes ont été fermées. Katumbi ne pouvait pas accéder à la porte de Félix. Et nous sommes passés, c'est encore un incident, ce n'était pas prévu. La suite, c'est que maintenant, c'est le mandat de Jean-Pierre Bemba qui devrait maintenant renforcer les relations au niveau international. Il est dans la diplomatie. Et la diplomatie, c'est beaucoup plus visible à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je vous fais savoir que la diplomatie de Jean-Pierre Bemba porte ce fruit et soyez-en rassurés. Et je vais en parler, vous comprendrez à peu près comment les choses jusque maintenant sont presque au point mort. Et nous aurons le second mandat, après donc le mois prochain, nous aurons le mandat d'Adolphe Muzito, qui va beaucoup plus se focaliser sur l'organisation de la diaspora ainsi que des compatriotes sur place, parce qu'il faut organiser le peuple afin de lui donner les moyens nécessaires pour se défendre. C'est le peuple qui se libère, on ne libère jamais un peuple. Donc, compatriotes congolais, voilà un peu les quelques difficultés que la Mouka traverse, et sans oublier qu'à partir du mois de février, nous aurons Martin Fayoulou qui va prendre les choses en main
Et c'est alors que nous allons parler du grand tremblement que moi j'appelle le Rumble in the Jungle, qui est en réalité le rugissement du peuple congolais dans les rues de toute la République. Voilà, compatriotes congolais, ce qui est un peu, ce qui bloque un peu la marche normale de la Mouka. Mais nous ne pouvons pas jeter des fleurs sur la Mouka pour ne pas favoriser le mal. Vous savez bien que si aujourd'hui la diaspora soutient la Mouka, c'est parce que il y a eu cette démarche qui a été acceptée. Depuis Genève, et ainsi de suite, tout cela a été accepté par la diaspora. Il fallait un leader pour aller vers l'avant. Mais avec tout ce qui est arrivé, ça donnait un doute dans la diaspora congolaise sur le sens même des hommes politiques qui sont des cadres à gérer ce pays le lendemain. Et à ce niveau-là, nous craignons, moi personnellement j'ai craint, à ce que, après le mandat de M. Fayoulou qui termine le 30 avril 2020, que nous puissions encore recommencer le cycle de présidence de la Mouka. Et cela risque de nous entraîner dans des histoires que nous n'allons pas comprendre. C'est pour cela que la diaspora a aussi ses points de limite dans ce soutien. Et nous pensons que les cadres de la Mouka qui sont actuellement là doivent faire un effort pour respecter les contrats sociaux et aussi pour ne pas tomber dans l'infraction de parjure, parce qu'ils ont prêté serment devant le peuple. Ils ont dit au peuple que nous allons vous défendre. Ils ont dit au peuple que nous allons nous réunir et nous allons vous libérer. Il y a eu le contrat social. Ils ont signé un contrat avec le peuple. Et lorsqu'on ne respecte pas ce contrat, il y a l'infraction des parjures qui intervient. Il y a l'infraction d'escroquerie de l'ordre des voix du peuple, il y a l'infraction de l'abus de confiance, tout cela, nous allons le voir et nous allons le voir, les constater une fois qu'ils seront consommés au mois de mai 2020. Voilà, compatriotes congolais, ce que je suis en train de dire, c'est que la Mouka existe. Mais la Mouka devra éviter de tomber dans la politique d'accompagner les gens qui sont là. Et si le peuple avait placé la confiance en eux, ce n'est pas pour qu'ils puissent continuer indéfiniment jusqu'aux élections prochaines. Le peuple a ses limites et ces limites vont jusqu'au 30 avril 2020. Donc voilà, compatriotes congolais, ce que je pouvais dire à ce sujet. Nous devons prendre notre mal en patience pour soutenir la Mouka. Nous devons soutenir à 100% la Mouka. Et je sais que les compatriotes qui ont été induits en erreur avec Félix, et vous savez que Félix ne contrôle rien, Félix ne peut même pas engager un PDG, ne peut rien faire. Et la jeunesse, vous devez ouvrir les yeux avant que on puisse vous les fermer définitivement. Les yeux vous sont fermés par des maladies que vous attrapez, vous n'avez pas de soins de santé, vous recevez des balles chaque jour, l'insécurité à tout moment, et toutes ces choses, ce sont des choses qui font que Kabila et Félix se sont arrangés pour vous détruire totalement. Et je ne suis jamais été ici pour ne fût-ce que me plaindre. La situation sur terrain est visible. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que la diaspora vous réserve? Vous savez que, et je le répète, la diaspora n'avait jamais été d'accord avec les élections organisées avec des machines à voler, et ainsi de suite. Et c'était la position de la Mouka au départ. Mais avec l'évolution des choses, et comme la politique, nous devons parfois être souples, la diaspora a adhéré à l'idée. Mais cela ne veut pas dire
que le chèque était en blanc. Voilà, compatriotes congolais, pourquoi dans les jours à venir, pour éviter qu'il y ait piétinement sur le terrain politique, la diaspora vous réserve une solution. Et cette solution, c'est de mettre en place un programme de lutte pour la libération. Et ce programme va nécessiter au niveau de dédoublement des institutions. Les dédoublements des institutions, c'est une expérience qui avait été tentée avec ses imperfections. Mais cette stratégie politique devrait actuellement se justifier parce que les Congolais voient que Kabila a nommé ses députés, il a nommé son Sénat, et ce qui était incompréhensible dans le passé, maintenant, tout devient compréhensif. Et je pense que dans les jours à venir, les compatriotes vont comprendre ce qui est en train de se faire. La situation sera impossible. Plusieurs diront ainsi, mais la grande solution à tous les problèmes, c'est l'impossibilité. Lorsqu'un peuple arrive à l'impossibilité, lorsque toutes les voies ont été épuisées, on arrive maintenant dans la voie de l'impossibilité. Donc l'impossibilité demeure l'unique solution pour rendre possible ce qui est impossible aujourd'hui. Donc, la mise en place des institutions, le Parlement, le Sénat, l'armée, la magistrature, donc dans tous les domaines, même l'administration au niveau de gouvernement, toutes ces choses seront faites de telle manière que les Congolais puissent ne pas être surpris par ce qu'on est en train de nous réserver. Et nous allons bien sûr y arriver. Il s'agit du morcellement de la République démocratique du Congo avec les accords que l'on vient de signer ou que l'on vient de ratifier par Félix dans la dernière réunion, où précisément les militaires bientôt vont faire leur entrée dans la partie est de la République et pour semer désolation et autoriser ce morcellement du pays. Donc, compatriotes congolais, je pense que si le leader de la Mouka auront tenté et faire ce qu'ils auront tenté à faire, ils vont bénéficier tout simplement des circonstances atténuantes. Mais le vrai du problème, c'est qu'ils puissent respecter les contrats sociaux qu'ils avaient pris avec le peuple, qui était celui de donner au peuple la vie et non de lui donner la mort. Or, la mort continue jusqu'à ce niveau. Compatriotes congolais, là c'est ça la Mouka, c'est l'avenir de la Mouka. Soutenons la Mouka à 100% jusqu'à ce que nous allons les amener à la fin de leur mandat. Le premier cycle de du présidium va prendre fin le 30 avril. Les Congolais, je pense, nous ne serons pas prêts d'accepter le deuxième cycle de ce présidium ou de cette présidence tournante. Compatriotes congolais, voilà un peu ce que je peux dire dans la Mouka. Et à ce qui concerne l'actualité, comme je vous ai dit, il y a la situation de l'Est de la République. Et lorsque nous parlons de Kivu ou de Goma, nous ne disons pas que Kivu et Goma se trouvent à l'Est de la République. Non, le Kivu, Goma ne se trouve pas à l'Est de la République. À l'Est de la République, nous avons les pays tels que l'Ouganda, nous avons le Rwanda, nous avons le Burundi, nous avons la Tanzanie. Ça, c'est l'Est de la République. Mais le Kivu se trouve dans la partie Est de la République. Donc, lorsque vous êtes en train de parler de Kivu, ce n'est pas à l'Est de la République, mais c'est dans la partie Est de la République. Et la signature récente de Félix qui a avalisé à ce que les accords de l'Emera soient
mis en place, c'est encore un crime que nous ne pouvons pas tolérer. Et je demande à tous nos compatriotes de pouvoir se mettre debout, de ne pas collaborer avec les militaires les militaires étrangers qui seront en tenue de force de FARDC. Donc, ayez une grande méfiance. Le fait que l'on ait tué le chef, moi je peux parler, le combattant des libertés, des FDLR, augure à suffisance que les choses ne vont pas, sont en train de mal tourner. Parce qu'il est incompréhensible que les enfants qui avaient 10 ans, ou de 10 à 17 ans, c'est-à-dire qui étaient des mineurs, en 1994, au moment de fait des génocides, ces enfants qui étaient mineurs, aujourd'hui, ces enfants, la tranche d'âge nage entre 35 et 40 ans. Et tous ces enfants qui sont devenus des papas mettent au monde des enfants qui sont toujours victimes, qui n'ont pas droit au soleil, qui n'ont pas droit de rester dans leur pays. Cela, c'est une grande injustice. Et nous allons toujours continuer à plaider. Et les opérations que les armées étrangères associées avec quelques kabylistes de l'armée de FARDC montrent à suffisance qu'en s'attaquant à l'AFDLR, on s'attaque aux jeunes qui n'ont pas vécu les génocides, qui n'ont pas pris de machettes, mais des jeunes qui sont en train de se battre pour la paix, pour leur dignité, pour leur liberté. Et ce sont ces jeunes-là qui seront qui seront de chair à canon, et cela, la communauté internationale devra comprendre ces choses et ne pas avaliser cette manière de faire voir les choses. Compatriotes congolais, pour terminer ce message, j'aimerais un peu parler de cette histoire d'aventure que l'on nous a fait monter. Il s'agit de l'Antonov, de l'affaire Antonov, parce qu'en réalité, cet accident n'a jamais existé. Les compatriotes ont donné plusieurs éléments qui ont fait que cet accident n'existait pas, parce que les fabricants, en fait, de cet appareil Antonov devraient aussi avoir un ensemble de faits pour comprendre réellement est-ce que cet Antonov était encore viable, est-ce que les pilotes étaient des responsables, Donc, jusqu'à maintenant, la communauté internationale n'a jamais lancé une enquête à ce sujet. C'est vous dire que c'est une mascarade, c'est une affaire montée de toutes pièces pour détourner la vision des Congolais. En réalité, il s'agit des conflits entre Félix Tshilombo et son mentor Kabila. C'est ça, en fait, le vrai problème. Alors, si vous pouvez vous poser la question, est-ce que Félix, qui commence déjà à anticiper sa mort ou à prédire sa mort, est-ce que c'est réellement cela, ce qui est en train de se passer? Est-ce que Félix est en danger? Non, Félix n'est pas en danger de mort. Ça, je vous le confirme, Félix n'est pas en danger de mort. Tout ce que Kabila a fait, c'était simplement pour donner la peur, afin de faire raisonner Félix de retourner dans ce qu'ils avaient signé. Parce que Félix commence un peu à aller au-delà de certaines choses. Donc Félix est à 100% en sécurité si bien sûr il respecte les conditions qu'il avait signées avec Kabila. Parce que Kabila n'est pas comme Mobutu. Avec Mobutu, Etienne Tshisekedi avait biffé des mentions. C'est-à-dire, vous signez, vous vous entendez pour une chose, au moment de l'application, vous commencez à faire autre chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Si ça avait marché avec Etienne Tshisekedi, je pense que Kabila n'est pas Mobutu, ça il faut bien le comprendre. Mais les grandes divergences, lorsqu'on analyse les choses, les grandes divergences de compréhension résident au niveau où Kabila raisonne comme un anglophone.
Et Félix raisonne comme un francophone. Voilà la grande divergence là où elle se trouve. Et les termes politiques sont beaucoup plus les termes qui viennent de l'anglais, du monde anglophone. C'est ainsi que le terme engagement. Engagement, c'est simple en français de parler. Donc Félix et Kabila ont fait un engagement. Ça, c'est facile à le faire. Mais un engagement, ça peut être aussi dans le business. Et dans les affaires, bien sûr. Et alors, cet engagement devient business. Ça devient maintenant, ça prend une autre connotation. Arrivons tout simplement à dire que l'engagement en politique, ça peut être un deal. Mais ce n'est pas nécessairement cela. L'engagement, si nous pourrons prendre son sens le plus étymologique dans ses sources, engagement en politique signifie commitment. Ce n'est pas un deal, parce qu'on a vu même la communauté internationale parler du deal. Non, le deal, c'est souvent utilisé dans les business. De la même manière que le deal fonctionne dans les business, en politique, on appelle ça commitment. Alors, le commitment, maintenant, lorsque nous pourrons maintenant le traduire en français, c'est un engagement. Mais c'est un engagement qui se suit avec un abandon de soi. C'est-à-dire, lorsque vous signez un commitment, vous cédez une partie de votre liberté, vous cédez une partie de vos actions. C'est ça, le commitment. Et lorsque Félix appelle Kabila partenaire, mais il faudrait comprendre ce terme-là en anglais, c'est beaucoup plus. Et ça s'interprète très très bien. Parce que ce terme-là, si vous l'employez en politique, il devient allié. C'est-à-dire, un partnership en anglais, c'est la manière de se rapprocher. C'est-à-dire, nous nous rapprochons et puis nous regardons dans le même sens. On se rapproche et puis on regarde dans le même sens. En politique, si partenaire, ça s'emploie beaucoup plus dans les domaines commerciaux, mais en politique, on emploie le terme allié. Un allié, c'est quelqu'un, on s'allie, vous vous alliez avec la personne, vous devenez une seule chair et vous regardez dans la même vision. C'est ce que nous voyons même dans le mariage. Dans le mariage, il y a ce qu'on appelle un engagement de chacun. Chacun avait son caractère, chacun avait sa famille. Vous quittez votre famille, elle aussi quitte sa famille, abandonne une partie de soi et vous vous mettez ensemble et vous regardez dans la même direction. C'est ça le mariage. Donc, en fait, comprenons un peu cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Félix et Joseph Kabila? En fait, c'est que Kabila a cédé une partie de lui. Il lui a donné un pouvoir sans effusion de sang. Vous vous rappelez, Mobutu a pris le pouvoir en tuant. Kabila aussi, et Mouzé a pris le pouvoir en tuant. Il y a eu de morts. Le petit Kabila aussi a pris par les armes. Ce n'était pas de manière pacifique. Maintenant, Félix, on lui a cédé ce pouvoir-là. Donc, Kabila a donné une partie de lui-même. Il lui a donné ses gardes du corps, il lui a donné son fauteuil, il lui a donné le Sénat, il lui a donné la magistrature, il lui a donné tout. Ça, c'est Kabila, Joseph Kabila, qui lui a donné, et honnêtement, ça s'est vu. Maintenant, Félix, lui, veut jouer maintenant à l'ingrat. Félix, lui, il veut profiter. Il veut jouer à la récupération. Parce que, bien sûr, pour avoir donné le sang de son père, il croit que lui, il est beaucoup plus que ça. Non. Bien sûr, il a fait ce qu'il a fait. Il a embastillé son père. À Bruxelles, nous l'avons vu. Même les Moubaki n'avaient plus le temps de rencontrer Tshisekedi. Etienne Tshisekedi. Tshisekedi était enfermé. Il était mis dans la prison. Il a été embastillé en Belgique. Et Félix a commencé maintenant à faire les deals jusqu'à ce qu'il a décidé la mort de son père. Donc, le sang de son père que lui a apporté à Kabila, lui, il pense qu'il a donné beaucoup plus
et que le peuple va le soutenir à ce niveau-là. Le peuple ne peut soutenir parce que sur le plan mystique, il a cassé beaucoup de choses. Son père qui l'a élevé, qui a fait qu'il soit ce qu'il est, et faire tuer son père, accepter que ton père meure, faire du mal à son père, de son vivant, il est embastillé, ça ce sont des crimes que ce n'est pas seulement les Bantous qui condamnent, même Dieu lui-même condamne. Alors, Félix a déjà perdu cette protection, que cela soit de son père, que cela soit spirituel, il l'a déjà perdu. Alors, Félix devra faire un effort à ne pas perdre aussi la force qu'il a avec Kabila. Et sinon, il sera nulle part, parce que Félix, en réalité, c'est un papier, il ne pèse pas. Son père pesait. Et il veut hériter de l'aura de son père. Mais il doit tenir compte de toutes ces choses. Il ne doit pas jouer au malin. Il doit respecter ce qu'ils ont fait, les commitments, et il doit respecter le partnership agreement. Il a signé ces deux documents. Et il doit les respecter. Maintenant, lorsqu'il se donne une conscience tranquille en disant que non, voilà, Mandela avait aussi accepté de travailler avec les autres au nom de la paix. Non, Mandela, c'était quelqu'un d'abord qui a étudié, ce que Félix n'a pas étudié. Etienne Tshisekedi, c'était un docteur en droit. Cela veut dire que Félix devrait être même professeur, même 3 fois professeur d'université. Mais Félix n'a pas eu, malgré les moyens qu'il avait, il n'a pas étudié. Même pas dans les universités sans porte ni fenêtre qui se trouvent en RDC. Il n'a pas un diplôme à ce niveau-là. Et c'est là où son père était mécontent. Et Félix lui-même connaît que son père était mécontent de lui. Parce que Etienne Tshisekedi voulait voir dans Félix un docteur en droit, un docteur en économie, un docteur en session, cela, un professeur d'université. Et Etienne Tshisekedi n'a pas vu ça dans son fils. Donc, Félix n'a jamais été préparé pour les affaires de l'État. Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais ce que je veux tout simplement dire que Félix ne peut jamais se comparer à Mandela. Mandela, même dans la prison, il a étudié. Et Mandela a respecté les termes d'engagement. Mandela a respecté les commitments. Mandela a respecté les partnership agreements avec les Blancs. Et Mandela est parvenu à faire ce qu'on appelle la commission vérité et réconciliation. Ça veut dire que Mandela, c'est quelqu'un qui a respecté ses accords jusqu'à sa mort. Mais Félix veut maintenant se désengager de ces accords. Non. Dans le tribunal du diable, en tout cas le diable même, il sera mécontent. Et le diable ne peut jamais permettre toutes ces choses. Félix doit continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Pour Joseph Kabila, il veut que lui qu'on l'appelle Félix Kabila et que Tshilombo qu'on l'appelle Joseph Tshilombo. C'est-à-dire il y a cette alchimie-là. Ils doivent être un pour aller vers l'avant. Ainsi, prochainement, lorsque je parle Joseph Tshilombo ou Félix Kabila, c'est la même chose. Ils doivent être un. Félix a tout. Il a le Parlement. On lui a cédé le Parlement. Nous ne pouvons même plus parler peut-être des élections parce qu'il est là comme président issu du Parlement. Joseph Kasavubu était issu aussi du Parlement. Donc, nous pouvons comprendre ça. C'est leur majorité, ils ont à faire ce qu'ils ont à faire, à leur manière, parce qu'ils avaient déjà changé la Constitution et que le président devrait être élu au second tour. Ils l'ont fait bien sûr en force et nous devons comprendre tout ça. Ce sont des coups que nous avons encaissés. Alors, Félix, maintenant, qu'est-ce que je lui conseille? Je lui conseille tout simplement qu'il doit apprendre à être dictateur. Il doit apprendre à tuer le plus grand nombre de Congolais. Félix doit apprendre à protéger son ami voleur de 15 millions, Rwakani Ngingi. Il doit vraiment le protéger.
il ne doit jamais le livrer. Félix doit faire un effort pour engager dans son entourage le plus grand nombre de gens de sa tribu. C'est ça, il doit être comme ça parce que c'est comme ça les dictateurs. Félix doit apprendre à interdire les manifestations publiques. C'est pour cela qu'il a lutté pendant 32 ans. Félix doit faire tout cela. Ça veut dire, pour que Félix puisse continuer à résister, il faudrait qu'il prenne une partie ou le tout de Mobutu plus le tout de Kabila pour faire maintenant une symbiose chimique qui fera que Lumumba, s'il est décédé, c'est parce que il n'était pas... c'était un fou. Lumumba, c'était un fou parce que il ne pouvait pas s'opposer aux Blancs, tout ça, au nom de la paix. Parce que Félix est là au nom de la paix. Kimba ou Mahamba, donc eux, c'était, on peut dire, c'était des gens qui étaient considérés comme des égarés parce que ils devraient comprendre quand même à travailler avec Mobutu, tout ça. Hein. Bon, lui-même, Étienne Tshisekedi, donc, pour Étienne Tshisekedi, Félix doit dire tout simplement que non, mon père était un inconscient, tout simplement. Parce que comment quelqu'un qui doit refuser, au nom de la paix, de travailler avec Mobutu, comment quelqu'un peut refuser de travailler avec Kabila qui est un bon, un meilleur comme ça. Donc, mon père, c'est un inconscient. C'est ça ce que Félix doit dire dans cette nouvelle année. Donc, la liste est longue. Nous pouvons dire que Pierre Mouler était un irréfléchi, Koudia Kubanza, c'était peut-être un insensé. Bon, Monseigneur Kataliko, bon, celui-là, c'était un paranoïaque. Bon, Monseigneur Mouziriou, alors là, n'en parlons pas, c'est un schizophrène. Et qui encore? D'autres, bon, Chebeya, par exemple, lui, c'est un stupide. Donc voilà, c'est ça la nouvelle classe politique que Félix va nous apprendre. Et mon conseil à ce niveau-là, c'est cela. Compatriotes congolais, ne nous attardons pas sur ces affaires-là parce que vous êtes suffisamment outillés pour comprendre la vérité dans ce qu'on est en train de dire. Alors, je passe à un problème qui... Je vais arriver vers la fin de ce message de ce jour. Et je dis à nos compatriotes congolais de garder l'espoir. L'espoir existe. La RDC n'est pas un pays qui est abandonné par la communauté internationale. La RDC, de la même manière qu'elle avait aidé à aider le monde à terminer la Deuxième Guerre mondiale, la RDC est encore là. Elle est encore sur la scène internationale. Et de la même manière que la scène internationale évolue, de la même manière que nous allons arriver à une solution, et la solution est celle-là. Et je vous fais voir que la première solution, c'est que Joseph Kabila ne s'est pas représenté. Vous avez vu comment la communauté internationale s'était mise debout. Je vais vous dire pourquoi. Et je l'avais déjà dit, mais je vais quand même le répéter. La communauté internationale s'était mise debout. Pourquoi cette communauté s'était mise debout? Voilà. Bon, pas la communauté internationale, je parle du Conseil de sécurité. Là, c'est plus précis. Hein? Communauté internationale, il y a beaucoup de blabla dedans. Donc, le Conseil de sécurité s'était mis debout pour dire à Kabila NON. Ça, c'est de un. De deux, vous voyez, le président français a dit à Félix, non, écoutez, écoutez, non, essaie un peu de prendre des distances avec ces messieurs. Bon, dernièrement, en Belgique, on dit, non, écoutez, messieurs, démontrez-nous que vous êtes vraiment réellement président. Parce qu'il y a toujours le doute. Jusque maintenant, au niveau du Conseil de sécurité, il n'y a pas de président en RDC. Donc, ça ne sert à rien de gonfler les épaules. Donc, que la Mouka soit tranquille, et il n'y a pas de président. Il y a tout simplement un président de fait, et on tolère parce que on ne veut pas brusquer les choses. On ne veut pas faire de la RDC la Libye. On ne veut pas faire de la RDC là où il y avait Saddam Hussein, l'Irak. Non.
on veut aller avec des choses pas par pas. Les dossiers est là, les dossiers RDC est encore sur la place, sur la table. Mais pourquoi la communauté, ou du moins le Conseil de sécurité, ne supporte pas Kabila? Kabila, au moment où nous parlons, Kabila est mis au même titre que Saddam Hussein, est mis au même titre que Oussama Ben Laden, il est mis au même titre que beaucoup de gens qui ne comprennent pas la politique telle que le Kadhafi, telle que les Mobutu d'ailleurs. C'est à ce niveau-là que ce monsieur-là se trouve. Mais pour Joseph Kabila, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est allé toucher aux intérêts des États-Unis. C'est là son plus grand mal, c'est à ce niveau-là. Il a touché à ce niveau-là comment? Il a cherché à changer l'ordre, l'organisation mondiale des choses. Vous savez qu'il y a le bloc communiste et le bloc capitaliste. La RDC, depuis longtemps, a toujours nagé du côté des capitalistes. C'est ça notre bloc et nous avons toujours été là. Et Félix, lui, non, pas Félix, bon, en fait, Félix Kabila, bon, comprenez. Maintenant, lui, Kabila, a commencé à vendre l'uranium à des États voyous, que je ne peux pas vous citer, vous les connaissez. Maintenant, ces États voyous ont fabriqué des bombes, mais maintenant, ils commencent à faire face aux États-Unis. C'est ça le mandat. Rappelez-vous du mandat de Trump. Il a dit que we must make America... il avait employé un terme là sur make America strong again. Donc c'était dans ce sens-là. Je vais faire des États-Unis une grande puissance. Et la première chose des choses, il a cassé les relations qui ont uni entre Gorbatchev et Reagan. Il a cassé ça, il a dit que ces histoires-là, c'est fini. Cette histoire-là qui a amené la perestroïka, non. Donc, lui est allé avec le programme, il a dit « Make America stronger again ». Faire des États-Unis une grande force encore. Et on a vu comment le président des États-Unis a été ridiculisé en allant se rencontrer avec le petit bouffon là du Nord, on ne peut pas citer ici. Alors, vous vous rappelez, un président des États-Unis qui doit avoir un protocole avec un monsieur comme ça, où le pays, où il n'y a pas de démocratie dans le pays, où on tue les gens comme, c'est-à-dire aller serrer la main à quelqu'un, un tueur. Et on a ridiculisé les États-Unis jusqu'à ce niveau. Pourquoi? Parce que ce petit a eu le temps de concevoir une bombe atomique. Et Obama a même des problèmes là-dessus. Parce qu'il ne comprend pas comment on a laissé ces gens se développer jusqu'à faire la bombe. Où étaient les États-Unis pour interdire des choses comme ça? Alors, toutes des choses comme ça arrivent à déséquilibrer le monde. C'est ce qu'on appelle troubler l'ordre mondial. Et Kabila est à ce niveau-là. Et Kabila ne s'est pas arrêté là-bas. Kabila est allé signer les accords militaires avec la Russie. C'est-à-dire, au moment où nous vous parlons, la base militaire, soit les KGB, c'est déjà infiltré avec les Russes, avec KGB. Et tout cela a déstabilisé le monde. Et maintenant, Kabila, voilà pourquoi on a voulu à ce qu'il ne soit pas là, qu'il puisse partir. Et il est là. Trump termine son mandat l'année prochaine, en novembre, c'est-à-dire il a aussi la possibilité de briguer le second mandat. Et comme le mandat de Obama, où Obama n'avait plus d'avenir pour gagner le deuxième tour, ou le deuxième mandat, il y a eu l'affaire Ben Laden qui a sauvé Obama de gagner le second mandat. Et pour que Trump gagne le deuxième mandat, il est possible que
les yeux soient fixés sur la RDC. Voilà pourquoi on demande à Félix Tshisekedi, pas Tshisekedi surtout. On demande à Félix Tshilombo de se dissocier de ces messieurs-là et de travailler comme un chef de l'État. S'il ne veut pas, ils seront tous mis dans le même sac. Et ce n'est pas seulement Félix lui-même et tout son entourage. Tous ces gens-là, vous tapez sur la poitrine, c'est bien beau, mais les choses vont arriver. Joseph Kabila est devenu le talon d'Achille de Félix et de la RDC. N'importe qui peut amener ce mot-là, n'importe qui peut amener cette philosophie-là de mettre fin à Kabila, eh bien ils seront là. Il suffit tout simplement que nous soyons organisés. L'AFDEL a été organisée. Les troupes étrangères sont entrées en RDC. Tout Congolais, là où il est capable de faire entrer les troupes pour libérer ce pays, à condition qu'il soit organisé et à condition qu'il ait des assises et un programme bien fait. C'est à ce niveau-là que votre diaspora ne va pas vous abandonner et c'est à ce niveau-là que nous sommes prêts pour que nous ne voulons pas faire l'empiètement avec la Mouka parce que la Mouka a son programme pour des libérations. Il faudrait qu'il puisse aller jusqu'à la fin avec son programme, jusqu'au 30 avril. Après cela, en tout cas, les choses vont changer autrement. D'ailleurs, c'est cela en fait, les discours de Martin Fayulu ici à l'extérieur et l'offensive diplomatique de Jean-Pierre Bemba donne encore l'espoir à la communauté internationale que beaucoup de choses vont changer en RDC. Mais dès que les choses doivent aller, les choses ont un début et une fin. Et Trump aussi sera prêt aussi de démontrer aux Américains qu'il est en train de protéger les États-Unis. Parce qu'on ne peut pas laisser Kabila en train de continuer à donner de l'uranium à des États voyous et le laisser encore à ne pas accepter que les Belges qui ont des assises là-bas, ce sont des Belges qui ont construit la base de Kamina. Aujourd'hui, vous montez les ailes, mais ce sont eux. Kitona, ce sont eux. Ils ont fait les camps de Kananga, ce sont eux. Ils connaissent, ils savent pourquoi. Mais à ces gens-là, vous leur interdisez de faire quoi? Mais en tout cas, c'est malheureux. Alors, compatriotes congolais, voilà ce que j'allais à vous dire aujourd'hui. Et j'espère que toutes les choses, vous avez compris, c'est une bonne chose. Et que dans les jours à venir, nous viendrons ici, nous allons vous parler de bonnes choses. Gardons confiance, nous sommes là, nous nous battons et nous ferons de ce pays un grand pays où coule le lait et le miel. Le temps est déjà là et le temps est déjà arrivé. Merci. Bye.